Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de la tenue de la quatrième session de ce projet d'interview croisée avec interprétation simultanée. Merci à vous, merci à toi, Paola Revilla Orillas, d'être avec nous aujourd'hui depuis la Bolivie. Et puis, merci Alessandro Stanziani d'être aussi avec nous. Merci également, encore une fois, aux deux interprètes qui sont avec nous, ainsi que à l'association In Mediares qui s'occupe de la captation vidéo de ce projet. Je remercie, comme d'habitude aussi, l'ERC30, le Research Committee Sociologie du Travail de l'Association internationale de sociologie, et mon laboratoire, le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, qui soutiennent ce projet. Alors, lors des précédentes sessions, j'ai expliqué un peu les raisons de notre présence ici dans ce dispositif très particulier avec une interprétation simultanée. Et je voudrais signaler aujourd'hui que un auteur qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne, dans l'un de ses ouvrages, reprend une expression de Steiner au sujet de la traduction et il dit comprendre, c'est traduire, et non l'inverse. C'est-à-dire que c'est en comprenant l'autre, en comprenant son contexte, qu'on permet à ce qu'il éprouve d'être traduit. Et donc, pour permettre à l'autre de nous comprendre, il me semble assez important qu'on puisse s'exprimer d'une manière la plus précise possible, et notamment avec la précision qu'offrent nos langues d'origine. Ce détour par la traduction, il nous oblige de ce fait à faire une pause réflexive dans cette productivité un peu effrénée, hein, cette productivité scientifique. Et ce détour par la traduction, il nous oblige donc à réfléchir à la spécificité de nos contextes. Et à l'inverse, quand on emploie l'anglais, c'est un langage commun indispensable et merveilleux dans notre activité académique. Mais par contre, son emploi va subsumer une diversité de réalités sociales et culturelles dans des grandes catégories communément admises, mais qui ne sont pas toujours débattues dans leur contenu. Donc, par exemple, dans les sciences sociales du travail, on va utiliser des mots comme en anglais precariousness, self-employment, wage labor, etc. Et on utilise ces mots-là de manière assez spontanée et impensée. Et donc, finalement, on ne sait pas toujours si cette catégorie d'analyse va renvoyer aux mêmes réalités sociales d'un contexte à l'autre. Donc, il m'a semblé que dans ce projet, le détour par la traduction linguistique, donc la traduction des mots, permet aussi, in fine, une traduction d'ordre épistémique, c'est-à-dire une traduction des points de vue, voilà, une traduction des approches, et que ça, c'est un premier pas vers l'intercompréhension entre aires géographiques ou entre disciplines. Donc, le but de ce projet, c'est d'arriver à penser ensemble les formes d'imposition épistémique, c'est d'arriver à penser ensemble les rapports de force dans l'espace académique, les héritages politiques qui fabriquent nos catégories d'analyse. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de réfléchir au dialogue possible et puis aux approches convergentes qu'on peut développer, quand bien même on n'a pas les mêmes mots, quand bien même on n'a pas les mêmes catégories d'analyse. Alors, cette séance, elle occupe une place un peu particulière, hein, dans le projet. D'abord parce que moi, je ne suis pas historienne. Je me situe dans la discipline sociologique avec des influences de l'anthropologie et de la science politique, mais c'est donc avec une méconnaissance relative que je vais vous inviter à exposer vos idées. Et l'idée, c'est justement, hein, de provoquer des rencontres entre disciplines malgré des états de l'art ou malgré des méthodologies parfois différentes. Et ensuite, cette séance, elle occupe une place singulière parce que, il m'a semblé que l'épistémologie même de votre champ d'études, l'histoire globale du travail, rejoint en fait le cœur du projet. C'est-à-dire que ce que posent vos travaux et d'autres dans ce champ d'études, c'est notamment la question des catégories d'analyse. C'est la question des différents voyages, des différentes significations de ces catégories entre des contextes géographiques et historiques différents.
Et donc, la manière dont on peut relier des situations spécifiques et des contextes locaux à des dynamiques semblables, la manière dont on peut regarder les interconnexions, c'est justement quelque chose qui est permis, par l'histoire globale du travail. Mais, vous allez nous expliquer un peu mieux, tout ça. Alors, je rentre donc dans le vif du sujet, et je commence par, vous présenter. Donc Paola Revilla, tu es professeure, d'histoire et chercheur à, l'Université Mayor de Sant Andrés, en Bolivie. Tu es spécialiste de l'histoire de l'esclavage et d'autres formes de servitude dans les sociétés coloniales entre le XVIe et le XIXe siècle, en particulier au Charcas, l'ancien territoire de la Bolivie actuelle. Et Alessandro Stanziani, tu es donc directeur d'études HESS et directeur de recherche CNRS, donc École des hautes études en sciences sociales et Centre national de la recherche scientifique. Et tu es spécialiste de l'histoire des savoirs économiques, de l'alimentation, des approches globales du travail et de l'histoire du travail forcé. Et tu as travaillé sur la Russie et la France, mais aussi sur d'autres aires, géographiques, sur différentes zones de l'océan Indien entre le XVIIIe et le XXe siècle. Alors, pour, commencer, je ferai ce que j'ai fait, pendant les autres, séances, c'est-à-dire un petit tour d'horizon, de la place du mot qui nous intéresse aujourd'hui dans nos travaux, dans les études sur le travail. Alors, ça sera avec évidemment un focus particulier en sociologie, qui est ma discipline. Donc, c'est évidemment pas exhaustif, mais ça permet de poser quelques points de repère et d'ancrer la discussion. Donc, à l'échelle internationale, j'ai pris pour habitude de regarder le contenu des programmes, des congrès mondiaux de sociologie depuis la création de l'Association internationale de sociologie en 1950. Et donc, c'est évidemment pas une source exhaustive, hein, de l'état de l'art en sociologie à l'échelle internationale, mais ça permet de repérer des tendances. Et donc, ce qui est intéressant sur la notion de travail forcé, c'est que contrairement au mot précarité qui était présent plus de 300 fois dans le congrès, mondial de sociologie de 2023, l'occurrence anglaise du travail forcé, n'apparaît pas. En fait, le terme d'esclave associé à l'esclavage des humains apparaît seulement une seule fois dans le livre du Congrès. Le terme coercition ou coercitif apparaît 5 fois, mais il n'est jamais appliqué au travail. Et donc, ça me semble assez caractéristique d'un certain vide, ou en tout cas d'une grande différence peut-être entre l'histoire et la sociologie à ce niveau-là. Alors en France, en sociologie, le travail, il est d'abord conçu sous la forme salariale et son caractère plus ou moins contraint, plus ou moins pénible est évidemment envisagé, heu, essentiellement à travers les notions d'aliénation et d'exploitation. Mais par contre, l'idée de travail forcé, l'idée de travail exercé sous la contrainte ou la violence, et de manière générale, en fait, le travail sous d'autres statuts que le salariat, il est beaucoup plus rare. Et ça, c'est le cas depuis plusieurs décennies. Et quand on regarde, par exemple, le contenu de la principale revue de la discipline qui s'appelle Sociologie du travail, ou quand on regarde un traité très important de la discipline qui est le traité de sociologie du travail, écrit en 1961, qui est un des ouvrages fondateurs, hein, de notre discipline, eh bien, on ne trouve qu'une page et demie consacrée à la contrainte et à la liberté. Et en fait, la contrainte, elle fait avant tout référence à de simples besoins économiques ou à des formes de pression sociale, hein, pour reprendre les termes des acteurs. Et en dehors de ça, on trouve quelques rares références au travail forcé dans des travaux comme ceux de Robert Castel, qui va montrer par exemple comment à partir du XIVe siècle, ce qu'il appelle le salariat primitif est une forme de contrat féodal qui ressemble à du travail forcé et qui est réservé donc aux miséreux, aux travailleurs qui ne peuvent pas appartenir au cercle plus noble des corporations.
Donc c'est un salariat qui est très loin du salariat protecteur mis en place au XXe siècle. On a aussi des évocations de ce qu'on appelle en français le livret ouvrier, c'est-à-dire des formes de réglementation autour des déplacements des travailleurs dans des livres d'histoire du travail. Mais voilà, les occurrences du travail forcé, du travail contraint sont assez rares. Et côté latino-américain, il me semble aussi qu'on ne retrouve presque quasiment aucune mention dans dans par exemple deux importants traités de sociologie du travail majeurs, qui sont ceux que j'ai évoqués lors des dernières séances, hein, le traité paru en 2000 et le nouveau traité paru en 2024, que j'ai évoqué donc plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça que ça me semble très intéressant d'intégrer, à ce projet, d'aujourd'hui, cette idée de travail forcé. D'abord parce que, j'ai très à cœur de faire dialoguer, vos voilà, nos différents milieux académiques et puis, vos différents contextes socio-historiques. Mais c'est aussi parce que ça me semble important de nourrir nos réflexions, par exemple en anthropologie ou en sociologie, avec cette notion qui me semble très heuristique pour penser le travail, en dehors de certains cadres de pensée qui sont posés a priori, par exemple, l'esclavage, le salariat, et qui me semblent, un peu limitants. Voilà, pour cette introduction, donc c'est un tour d'horizon qui évidemment, hein, n'est pas exhaustif, mais c'est les éléments, d'état de l'art, permettent d'alimenter les échanges et je vous invite évidemment à rebondir sur ces pistes et y compris pour les compléter et pour les critiquer à partir de vos propres travaux. Alors pour commencer, l'interview, j'aimerais revenir, sur la genèse de ce mot. Hem Et donc, dans votre champ de recherche, il y a plusieurs travaux qui montrent la nécessité de dépasser, hein, la dichotomie entre ce qu'on va appeler le travail libre et non libre. Certains auteurs parlent, par exemple, d'un continuum de coercition. Vous en parlez également dans vos travaux. Alessandro, tu dis dans ton ouvrage que, en fait, seule une très fine zone de démarcation sépare ou plutôt unifie, les 2 catégories dans l'espace et dans le temps. Et puis on retrouve par exemple dans certains travaux de vos collègues, au sujet de la situation des marins, entre le XVIIe siècle et le XIXe. Vos collègues disent que considérer le salariat comme du travail libre, par exemple, n'a aucun sens pour ces marins, puisque ce sont des travailleurs qui subissent les châtiments corporels, qui ont des restrictions de déplacement. Euh, voilà. Donc, ces formes de captivité dans le travail, elles existent aussi dans le salariat. Et donc, là où je veux en venir, c'est que le travail libre et non libre, c'est une ligne de démarcation importante, mais c'est aussi une dichotomie qui est problématique parce que ces catégories, elles sont aussi construites par les acteurs eux-mêmes, par les États, les syndicats, des institutions supranationales comme l'Organisation internationale du travail. Et donc, avant de nous engager dans la discussion, j'aimerais vous demander à tous les deux comment vous pouvez nous expliquer peut-être des différences entre le travail forcé, heu, travail donc forzoso en espagnol, le travail contraint, le travail, coactivo en espagnol, il me semble, et puis le travail non libre, no libre. Ou bien est-ce que, en fait, il n'est pas possible non plus de nous donner des définitions et des clarifications entre ces termes parce que, ces termes sont finalement ce que les anthropologues appellent des catégories émiques, c'est-à-dire des données de terrain, des données indigènes et pas des catégories éthiques, c'est-à-dire pas des catégories d'analyse. Est-ce que Alessandro, tu peux commencer, par nous donner quelques indications sur ces 3 mots-là? D'accord, merci beaucoup. Merci pour la question, merci pour m'avoir invité. Alors déjà, je pense qu'il est important, de mon point de vue, de préciser la relation entre l'émique et l'éthique. Ils sont très souvent opposés, donc catégorie d'analyse, catégorie des acteurs. On les oppose dans la mesure où
on peut imaginer que, par exemple, si on s'appuyait uniquement sur les catégories des acteurs, on aurait du mal à comparer. Donc, je définis le travail forcé en chinois, en russe, chacun dans sa langue, et les passerelles deviennent impossibles. Alors, cette objection est en partie fondée pour certaines questions qu'on se pose, c'est-à-dire une comparaison, on peut y revenir après, une comparaison qui n'est pas juste explicative, mais également normative. Je m'explique, pour vouloir trouver une définition éthique de ce que c'est que le travail forcé ou le travail contraint, c'est le cas par exemple en sociologie, en études politiques, ou bien en économie, j'ai besoin d'indiquer non seulement comment des sociétés s'organisent, mais j'ai besoin de préciser le pourquoi. Et le pourquoi est souvent indissociable, par exemple, des politiques économiques que je souhaite adopter, même de nos jours. Euh, je donne un exemple. Dire que les enfants en Côte d'Ivoire sont des esclaves, ou bien que des travailleurs textiles en France sont des esclaves, c'est quelque chose qui est avancé par beaucoup de ONG et qui est contesté par des juges. Les juges se font critiquer, par exemple en France, en disant vous voulez interdire qu'on parle de esclavage en France. La réponse des juges est le mot esclavage est très utile quand vous êtes dans des ONG, dans des mouvements, et vous voulez, par exemple, mobiliser l'opinion publique et obtenir des fonds. Au contraire, si je suis dans un tribunal en France, si je parle d'esclavage, je suis tout de suite dans le code pénal avec des difficultés à condamner les employeurs parce que la charge de la preuve revient aux travailleurs. Au contraire, si je dis que c'est une forme extrême d'exploitation sans respecter les contrats de travail, je suis dans le civil et je peux condamner. Donc, ce que je veux dire est que l'arène, le contexte dans lequel j'emploie les mots, émique ou éthique, est très important. C'est très important pour les acteurs de nos jours, mais c'est très important aussi pour les acteurs du passé. De mon point de vue, on peut aller au-delà de l'émique éthique en pensant comment les acteurs du passé même se débrouiller avec cette question. Par exemple, pourquoi au XIXe siècle, plusieurs acteurs en France comme en Angleterre considéraient que le vrai esclave était le salarié. Aujourd'hui, un sociologue dirait que c'est totalement faux. Le salarié, il est subordonné, mais il n'est pas un esclave. Alors, pourquoi il disait que c'était un esclave? C'était un double argument. C'était un argument qui venait des propriétaires des plantations, parce qu'il avançait l'idée que les conditions des salariés étaient pires que celles des esclaves. Parce que finalement, eux, ils s'occupaient des esclaves qui étaient leurs machines et donc ils les nourrissaient, alors que les salariés étaient abandonnés à eux-mêmes. Or, de manière paradoxale, au fin 18e, début 19e, plusieurs associations de travailleurs pensaient la même chose en disant pourquoi il faut se préoccuper de ces esclaves dans les colonies alors que les conditions des salariés en Europe sont tellement pénibles. Et c'est un débat qui continue d'avoir lieu. Donc, c'est juste un exemple, mais pour moi important. Pourquoi? Parce que là, dans le passé comme de nos jours, la tension éthique se traduit en réalité en des solutions politiques tout à fait différentes. Exemple, est-ce que j'intègre ou pas les non-résidents en Europe dans l'état social? Ça vient de là. Est-ce que c'est le même travailleur ou c'est un travailleur différent? Donc, de mon point de vue, l'approche la plus utile, c'est que j'essaie d'avancer depuis des années, est de tenir compte des catégories des acteurs, des catégories émiques, parce que ça nous permet de comprendre la variété, non pas des langages, mais aussi des pratiques et des conceptions du travail. Et en même temps,
déjà les acteurs allaient au-delà des frontières, ils dépassaient les frontières, ils comparaient eux-mêmes. L'esclave n'est pas un salarié, le serf n'est pas un esclave. Ce sont des mots qui viennent des acteurs mêmes et qui ont des significations importantes. Donc, de mon point de vue, l'aspect émique est fondamental, notamment pour les historiens, mais comme j'avais toujours eu une double formation, histoire, sciences sociales, j'ai toujours pensé que l'aspect émique important, la connaissance des langues, par exemple, il faut connaître le chinois, le russe, l'espagnol, on y revient, autrement on ne pourra pas tout à fait comprendre ces réalités non européennes, ça c'est important, mais c'est un aspect des soi-disant aires culturelles qui tire dans une direction de description pure, voire de civilisation. Une spécificité de la Russie, une spécificité de l'Afrique, une spécificité de l'Amérique latine liée à la langue. Et cette spécificité, elle, n'est jamais questionnée. C'est ça le point. Elle est prise comme point de départ. Et pour la questionner, il faut nécessairement avoir recours aussi aux sciences sociales et donc à des catégories éthiques. Mon point est que l'aspect éthique, et donc dans les définitions de travail forcé, de travail contraint, il est toujours là. Parfois, il est présent de manière explicite. Mais parfois, même dans les aires culturelles, même les historiens les plus conventionnels, en réalité, ils ont recours à des catégories qui viennent des sciences sociales sans s'en apercevoir ou sans le dire. Donc, tant à faire, il faut le faire de manière absolument claire. Et donc, là, j'arrête. C'est juste que, puis de mon point de vue, travail forcé, je l'associe à une définition qui vient de l'OIT à partir des années 20, c'est-à-dire après celle qu'on considérait l'abolition officielle de l'esclavage. Il fallait une autre expression et l'expression travail forcé commence à apparaître dans les débats. On est entre les deux guerres. On commence à parler de travail forcé après l'esclavage en Afrique. Ensuite, le mot va se déplacer vers l'Allemagne nazie et surtout vers l'Union soviétique. Le problème à cette époque-là, quand on parlait de travail forcé comme successeur de l'esclavage, c'était que formellement l'esclavage avait été aboli, c'était ça l'idée du départ, et les conditions réelles étaient différentes, mais donc formellement l'esclavage avait été aboli et donc on avait du travail forcé, et surtout euh, les universitaires, mais aussi l'OIT, l'Office international du travail, se divisaient en deux, les spécialistes du travail salarié ou les branches du travail salarié et les spécialistes du travail forcé. L'OIT, il est né tout de suite avec ces deux sections qui ne se parlaient pas entre eux, exactement comme la plupart des historiens jusqu'à nos jours. Il y a les spécialistes du salariat et les spécialistes de l'esclavage. Ce sont deux bandes différentes qui se parlent très peu et que, de mon point de vue, ne se rendent pas compte que tout au long de l'histoire, les deux catégories se définissent mutuellement et il y a une influence historique très forte sur les pratiques et les définitions du travail libre ou du travail non libre et forcé, mais ils se renvoient constamment l'un avec l'autre. Donc, pour définir et pour identifier l'évolution des définitions, par exemple, du travail non libre ou du travail forcé ou du travail contraint au fil du siècle, mais dans des langues différentes, il faut le faire toujours comme les acteurs le faisaient, en pensant en même temps qu'est-ce que le travail libre. Donc, et on bouge le curseur en créant parfois des continuités, parfois des discontinuités. Et là aussi, avec des implications politiques très importantes. Je m'arrête là. Merci, merci beaucoup pour cette première réponse qui permet de poser des balises très importantes, même pour la compréhension et la manière dont on va pouvoir s'exprimer après dans l'entretien. Paola, est-ce que tu aimerais aussi réagir sur cette question-là? Les différences de catégories entre travail forcé, travail contraint, travail non libre, ou éventuellement aussi rebondir sur ce que propose Alessandro et cette question-là du rapport entre émique et éthique.
Bueno, me parece que muy buenos días a todos, muy buenas Alors tardes. d'abord, Algunos están en bonjour, otros bon après-midi lugares. à tous, à Muchas toutes, gracias où por que la vous soyez. invitación. Encantada de Merci estar beaucoup con de me Alessandro proposer en de esta mesa prendre de la debate. parole et de débattre avec Quiero Alessandro. continuar con esta Alors, reflexión, je veux apoyarla poursuivre porque cette parto réflexion, de la los soutenir, mismos principios. parce que je pars des mêmes No principes voy a hacer que ceux referencia d'Alessandro. a Je ne lo vais pas émic y lo faire étic, sin référence embargo, à vamos a hablar l'émique et de à lo l'éthique, mismo, et porque pourtant je vais también me parler de la dedico même hace unos chose, parce años que atrás al depuis estudio plusieurs de années, las je me categorías consacre à de l'étude contenido que se le des da catégories et de du contenu forma que l'on donne diacrónica, pero de también manière sincrónica en diachronique el et espacio de synchronique Charcas, dans antepasado colonial l'espace de Bolivia, en Charcas, Venezuela avec le oriente, sino passé también de anticolonial algunas regiones que colonial después de van a Bolivie et ser dans des régions qui, amputadas par al la territorio suite, de lo que fue seront la amputées Real au Audiencia de territoire Charcas, qui était la Real concretamente el norte de Audiencia de Argentina, Charcas, concrètement partes le de nord de Perú y l'Argentine, Paraguay, une partie du que Pérou, du formaba Paraguay, este amplio qui conjunto formait jurisdiccional en el que ce habían large diversas normas territoire laborales que van cambiando a lo largo del tiempo administratif en qui a la évolué au práctica cours y du en la temps, forma de dans ser la pratique et dans la pensadas. manière dont il était Bueno, a conçu, nivel ce territoire. conceptual, Alors, au niveau realmente, yendo conceptuel, a lo más básico, pour trabajo a revenir todos, aux bases independientemente du si travail, somos pour académicos o no, nos tous remite a una et actividad toutes, que nous concreta soyons que universitaires uno ou pas, le realiza travail por renvoie algo, por à un une objetivo, tâche para qui est satisfacer réalisée alguna dans un necesidad. objectif pour Y es satisfaire cierto un que besoin. en la época Et contemporánea nos évidemment, relacionamos mucho con este tema del aujourd'hui, salario, ¿no? on le lie Que en el énormément contexto que au yo salaire estudio et dans no le se aplica contexte de realmente. notre étude, cela ne s'applique pas Si le vraiment. añadimos a este término Alors, si on trabajo ajoute à el cette término expression du forzado, travail, en le realidad yo travail utilizo más bien forcé, coactivo cuando forcé, escribo o forzoso, coercitivo. forzado, Si le coactivo en añadimos este espagnol. término Donc, si on ajoute forzado, forcé au mot evidentemente la travail, expresión nos va a évidemment, remitir l'expression va indudablemente a nous una renvoyer de actividad manière que intuitive à une una persona está activité realizando o nosotros qui est mismos, menée par une y no solamente personne, personas, sino otros non seres seulement vivos, des ¿no? personnes, mais En également contra d'autres de êtres vivants, su voluntad, contre entendida como leur volonté, sa siendo volonté, empujado, ¿no? A c'est-à-dire une realizar personne esa qui est actividad. poussée à réaliser Y une telle cuando pensamos activité. este tipo de Et lorsque nociones, l'on conçoit trabajo ces y notions forzoso o travail forzado, et forcé, entramos en una expresión, nous entrons en dans une un expression, binarismo bastante dans un engañoso binarisme que qui esconde, est a mi modo trompeur de et ver, qui más de lo que cache, refleja, como ha demostrado ya la historiografía más et reciente, comme desde fines del siglo l'historiographie XX, diría depuis yo, la fin du 19e siècle l'a se ha démontré, notado esta on a noté plasticidad donc cette en este binarismo. plasticité de ce Y esto binarisme. nos ha invitado a los Et cela historiadores de nous diferentes partes invite del mundo les a historiens, repensar où las qu'ils soient categorías sur la planète, à conceptuales repenser que pueden les servir en algunos concepts qui casos, peuvent nous pero que servir en otros parfois, son mais altamente qui parfois simplistas. Y aquí sont quiero trop desarrollar un simplistes. poco esta idea. Et je voudrais développer un peu cette Si nos idée. detenemos, por Si l'on ejemplo, en s'arrête, estas par expresiones para exemple, sur pensar en ces las expressions personas que ejecutan pour réfléchir tareas, aux personnes me qui parece que la exécutent imagen es más des clara que tâches, pensar je pense que solamente en l'image la la plus noción de claire, trabajo, es decir, pensar en la noción trabajadores, ¿no? c'est-à-dire En la quienes notion de están travail, ejerciendo il faut également penser esa aux tarea. travailleurs, Si c'est-à-dire ceux pensamos, por qui ejemplo, en la réalisent cette categoría tâche de travail. trabajadores Si l'on pense voluntarios, donc à cette por catégorie, par exemple, des ejemplo, travailleurs volontaires, c'est un exemple. es necesario, Il digo, est entrar en los nécessaire, selon actores moi, pensando de que parler más allá de des las acteurs, de instituciones comprendre les están acteurs, d'aller quienes au-delà las des institutions ejecutan, ¿no? Quienes ejecutan qui la práctica. euh, Entonces, si pensamos en los exécutent cette trabajadores pratique. voluntarios, Donc, si no l'on pense à ces podemos travailleurs equiparar volontaires, necesariamente on ne esta peut pas realidad faire con la un de parallèle trabajadores avec libres. cette Y eso es lo que réalité coincide avec con la lo réalité que du nos travail proponía el profesor libre. Stanziani. Cela a Es été necesario proposé que par le para professeur entender la relación Estanciani. entre trabajador voluntario y trabajador Donc, libre, travailleur consideremos que volontaire, esta travailleur expresión libre, on viene, peut la del considérer que trabajador cette libre, expression, celle de atravesada por travailleur libre, marcos est legales traversée par normativos des que cadres reconocen la normatifs existencia, légaux qui y reconnaissent digo, leur existence, no la existencia de trabajadores, sino de et personas pas l'existence des travailleurs, consustancialmente mais libres o esclavas, ¿no? Que l'existence eso d'êtres es lo que humains sucedía libres ou en el pasado esclaves. y en el presente Cela vaut incluso pour le dentro de passé algunas et également lógicas y pour le présent órdenes, dans le ¿verdad? cadre de certaines logiques. Entonces, detenerse en Alors, la noción de trabajo libre s'arrêter en sur cette cada notion de travail espacio que libre nosotros y dans tiempo chaque que nosotros analizamos es espace et sumamente temps que nous importante, en eso analysons est très coincido important, realmente. extrêmement important. Et je suis El tout à fait trabajo de un d'accord avec le esclavo, professeur Stanziani. y bueno, en rigor esclavizado, porque sabemos Donc, que el término les esclavo esclaves, et es pour être a su plus vez una rigoureux, construcción des social personnes violenta, qui pero ont existen été los esclavos en sí. asservies. Las personas son Les esclavizadas. personnes El trabajo sont del asservies. esclavo Le para su travail donc amo de no es l'esclave pour necesariamente son entendido como maître trabajo forzado, n'est pas sino como una forcément entendu obligación comme un dentro de la travail relación forcé, mais c'est une amo-esclavo. obligation dans la relation Y esto lo digo maître-esclave. siempre Et cuidando cela, las je le acepciones dis de la época, ¿no? en
retenant les exceptions de l'époque. Mais de fait, c'est un travail forcé, vous allez me dire, ou un travail obligé, et il est accompagné de mécanismes de menaces, d'intimidation. La personne n'a pas choisi de travailler. On l'oblige à travailler. Et dans la réflexion historiographique, on peut faire la différence entre le travail d'esclave ou le travail mené par des Africains ou des Afro-descendants avec le travail fait par des personnes d'autres origines. Alors j'introduis ici la racialisation dans le monde du travail et dans les catégories. Il y a également eu une division très marquée, expliquée par des décisions historiographiques, entre les travailleurs forcés, qui étaient esclaves, et ceux qui n'étaient pas légalement soumis à l'esclavage en tant qu'institution. Et cela est également très réducteur. Ça nous semble évident aujourd'hui, mais il y a des décennies, quelques décennies, on ne voyait pas les choses comme ça. Alors on ne peut pas développer notre réflexion seulement avec les codes de l'époque qu'on étudie. Ce serait une erreur. On ne peut pas nous satisfaire de décrire au travers des codes normatifs, en partant du principe que les relations de travail étaient réduites à ce que décrivaient les codes de l'époque et les catégories d'inscription proposées par les dits codes. Alors, je peux dire qu'il y a eu une reproduction un peu irresponsable de ces catégories, et je ne m'inclus pas là-dedans. Dans l'Amérique coloniale, beaucoup de travailleurs libres s'inscrivaient dans le cadre de ce travail forcé. Tout comme, vous le disiez, Flora, ces mécanismes de contrôle et de punition qui pesaient sur la population africaine, et pas seulement africaine, asservie. Donc, il y avait une classe de travailleurs à un moment, mais ce n'était pas toujours perçu comme cela. Et cette notion est très importante, c'est-à-dire le caractère volontaire de l'action, parce que c'est un caractère volontaire extrêmement conditionné. Il faut comprendre ce terme qui apparaît souvent dans les rapports coloniaux sur lesquels je travaille. Donc, un travail qui est fait par la volonté de la personne, avec la volonté de la personne, avec l'approbation. Mais néanmoins, il y a toujours un conditionnement. Donc, il n'y a pas seulement une obligation de travail, donc travail forcé obligatoire, mais je vais ajouter ce que vous avez mentionné auparavant, l'exploitation et la précarisation, que l'on ne peut pas mettre en parallèle. Ces deux termes ne peuvent pas être mis en parallèle. Et je me réfère aux individus, mais également aux collectifs, c'est-à-dire le travail des chiriguanos, c'est-à-dire une population chiringuanizada, donc indianisée, dans le sens où il s'agit d'une catégorie ample pour parler d'une population des terres basses du sud des Andes, de la zone du Charcas, en Bolivie actuelle, frontière avec le Brésil et le Paraguay, catégorie utilisée par les Incas et reprise par les Espagnols, qui de plus vont indianiser cette population, ce collectif, qui n'est pas homogène. Cela regroupe plusieurs types de personnes et cet asservissement formel associé à une déclaration de guerre à la fin du XVIe siècle, et on ne sait pas vraiment dire jusqu'à quel moment, mais les interdictions vont plus peser au XVIe siècle et vont essayer de contrebalancer cette pratique. Cependant, la population, ça, les personnes, vont continuer à être détenues et obligées à l'esclavage, malheureusement, toute la période coloniale, bien sûr, jusqu'au XXe siècle. Cependant, au cours de cette période, c'est-à-dire à partir du XVIIe, etc., ces personnes également sont libres. Elles sont reconnues légalement comme étant libres. Et ainsi, on respecte la norme coloniale qui, à partir de plusieurs instances, la couronne, les autorités du vice-roi, pour des raisons évidentes de protection des titres
et pour régler les problèmes. Ça, c'est simplement la situation de la zone de Charcas. Il y a eu des situations de collectifs qui n'étaient pas soumis à la couronne, des travaux notamment par le professeur Valenzuela pour le sud du Chili. Et il est important de penser du point de vue historique à une variété de situations de travail. Cela ne semble pas évident, mais il y a différents niveaux d'obligation. Et il faut s'y intéresser en considérant que cette catégorie, entre ce binarisme entre personnes libres et personnes en situation d'esclavage, est limitée. Il y a des zones grises qui ont été qualifiées de travail non libre. Et parce qu'on ne savait pas quelle étiquette leur mettre il y a quelques années. Et moi, j'ai vu ce terme travail non libre qui, selon moi, est un peu artificiel, en tout cas en espagnol. C'est bizarre, un travail non libre. Mais j'ai accepté de m'adapter à ce libre, cette étiquette, pardon. Et c'est un terme qui permet de définir ces zones plus ou moins grises. Et je vais m'arrêter ici pour ne pas trop m'étendre. Merci beaucoup Paola. Et justement, j'aimerais rebondir sur cette question des catégories multiples, y compris au sein d'une même période ou d'une même zone géographique. Autrement dit, j'aimerais bien parler de cette question de ce que j'ai pu lire dans certains travaux, dont les vôtres, la question de la simultanéité des statuts. Donc, soit chez une même personne, simultanéité chez une même personne, ou dans un même contexte social. Par exemple, Alessandro, dans tes travaux, quand tu évoques l'Atlantique ou la zone de l'océan Indien, tu expliques que la mise en esclavage de populations indigènes, en fait, c'est superposé à des transformations des formes de travail contraints qui préexistaient. Et puis, du coup, on pouvait avoir du travail pénitentiaire, du salariat, de la servitude sous forme d'engagisme, de l'esclavage de plantation, de l'esclavage domestique. Paola, quant à toi, dans tes travaux pour la zone du Charcas, tu analyses aussi la diversité des statuts et les diverses formes contractuelles, par exemple des travailleurs journaliers, jornaleros, il me semble que tu parles de ce terme-là, des jeunes apprentis, muchachos, tu parles des mitayos, mingas, carchas, alors j'ai peut-être pas la bonne prononciation, mais aussi la question du lien d'esclavage par la dette, ceux que tu appelles les affranchis, manumisos, et puis bien sûr le statut fiscal que tu as étudié avec grande précision, le statut fiscal du Yanaconazgo. Et donc, ce qu'on voit à travers vos différents travaux, c'est la constitution d'une classe laborieuse, d'un prolétariat, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, qui n'est pas unifié. Et donc, ça me semble extrêmement précieux pour l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur le travail, parce que ça permet de repenser la classe ouvrière de manière différente que ce qui a été fait par l'historiographie marxiste, qui met traditionnellement en avant un salariat industriel européen et masculin. Et puis, d'ailleurs, on voit aussi que les relations de travail serviles, aujourd'hui, n'ont pas disparu dans l'époque contemporaine. Et on voit au contraire que le capitalisme, il s'accommode extrêmement bien d'une très grande diversité de formes de travail à partir du moment où ça maintient le processus d'exploitation. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire un mot de cette complexification de la figure des travailleurs et puis, pourquoi pas, d'une éventuelle évolution dans le temps que vous auriez pu constater. Alors, est-ce que, Paola, tu souhaites d'emblée rebondir sur cette question? Claro, con mucho gusto. Oui, avec grand plaisir.
Alors, tout d'abord, pour être très honnête, mes recherches, quand j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce principe, il y a déjà quelques années, on parlait plus que l'historiographie récente, de manière évidente, on parlait de l'accès à l'historiographie la plus récente. J'ai dû sortir de mon pays pour avoir accès à cette historiographie et pour pouvoir aller dans des archives ailleurs, simplement pour pouvoir avoir accès à des bibliothèques actualisées, qui sont parfois plus actualisées à certains endroits qu'à d'autres. Je devais avoir accès à de la matière pour pouvoir mener mes recherches. Et c'est là où j'ai pu comprendre les noms, les catégories qui étaient utilisées en dehors de mon pays et pour voir un peu quelle était la situation locale, différentes appellations. Donc, ça a été quelque chose d'assez spontané dans ma recherche. Et c'est seulement après avoir constaté l'existence de ces situations ambiguës qui créaient des catégories multiples dans le contexte local qu'il était très difficile de définir. Pour moi, historienne, et avec beaucoup d'honnêteté, je sentais qu'on ne pouvait pas les appeler comme ça, malgré le fait que sur le plan juridique, elles étaient appelées ainsi dans le cadre légal. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, il était fondamentalement important pour moi de me considérer comme historienne locale. Je ne suis pas une historienne globale, mais j'ai vraiment eu besoin du point de vue de collègues qui étudiaient la situation dans d'autres espaces, sur d'autres continents. M'adapter à cette ligne de production d'autres collègues, notamment du professeur Stanziani, Delito, plusieurs collègues que je ne vais pas pouvoir citer de manière exhaustive. Et donc la juridiction de l'audience réelle de Charcas, qui dépendait du vice-royaume du Pérou jusqu'à la fin du XVIIIe en Amérique, puis après dépendait du vice-royaume de La Plata, est une zone qui a toujours essayé d'être autonome dans sa gestion parce qu'elle était séparée par une grande distance des capitales des vice-royaumes. Et dans ce cadre, il a fallu transformer plusieurs systèmes. Et je me consacre au système où il y a des racines dans les pratiques de travail liées à la période Inca au XVe siècle et que va reprendre le vice-royaume. Il faut se souvenir que cette zone de l'ancien Collasuyu, de cet empire des quatre grandes zones ou des suyus, comme disaient les Incas. Alors, on réaccommode, on perpétue ces formes de travail par décision des autorités du vice-royaume, notamment de Francisco de Toledo à la fin du XVIe siècle. Et dans le livre auquel il est fait référence, on parle la mita, le service de la mita. Et cela reprend l'histoire de l'esclavage dans cette région et cela m'a introduit aux formes d'esclavage. Et cet exercice n'avait pas été mené, c'est-à-dire sur l'esclavage des afro-descendants était assez séparé de l'esclavage du monde autochtone et du travail dit libre. Et on considérait qu'il s'agissait, comme disaient les juristes, de vassaux légalement libres sur un pied d'égalité avec les Espagnols à cette période-là. Et la mita de Yana Conazco a été étudiée avec beaucoup de détails par des collègues bien avant moi, des Péruviens, des Boliviens, et récemment a suscité un regain d'intérêt, pas seulement par rapport à la mita, mais
la traditionnelle, mais d'autres formes de mitad dans la zone de Charcas, les différentes formes de travail dans le cadre de ce système de la mitad, mais qui se présentaient de manière différente, de manière synchronique au même moment, mais dans des espaces différents. Et la mitad a toujours été considérée comme un travail, bon, toujours, peut-être à l'époque en tout cas, comme un travail volontaire, certes, parce que c'était des travailleurs dits libres, donc la population autochtone sur une certaine tranche d'âge, exploitation de collectifs qui allaient à Potosí pour travailler dans les mines. C'était des groupes, mais également qui se regroupaient régulièrement sur les places de la ville pour attendre que viennent des autorités et qu'elles leur assignent des tâches. Parfois des tâches très précises ou parfois et des tâches limitées dans le temps ou parfois illimitées dans le temps. Donc on se retrouvait dans une situation qu'il faut revoir à la lumière des mécanismes d'asservissement. Il y a des travaux forcés et à l'époque, lors de l'élaboration de ma thèse, je me souviens, ce collègue en Bolivie, qui était avocat sociologue, et qui disait que c'était une erreur de parler de ces personnes comme des esclaves. Bien sûr, ce ne sont pas des esclaves, mais il y a néanmoins une situation évidente d'asservissement dans de nombreux cas et des mécanismes du système. Et pour le Yanaconazco, la manière dont on percevait cela au XXe siècle, lorsqu'on a essayé de faire une carte du Yanaconazco jusqu'à la moitié du XXe siècle, les fameuses visitas au niveau de la population. Il y a également, lorsque l'on a étudié l'histoire des travailleurs, lorsque l'on envisage le Yanaconazco, et lorsqu'on a essayé de voir le nombre de travailleurs dans le Yanaconazco, on s'est penché sur la situation des travailleurs dans une même région, et pourtant il y avait des situations différentes entre les travailleurs. C'était le cas de la zone de La Plata et les Yanaconas de la ville, comme c'était le cas à Potosí aussi également. Il y avait des tâches artisanales spécialisées et dans les Charcas, à 20 minutes de là, se va a los alrededores de La Plata, uno puede sentir la cercanía de esos espacios. Voit la proximité de tous ces espaces. Dans les Charcas, les Yanaconas avaient une situation très similaire dans les mécanismes de contrôle. Également les punitions qui étaient infligées aux Africains esclavisés. Et le professeur Escobar a insisté sur le fait que le Yanaconazco et la mitad n'étaient pas des institutions copiées de la période pré-hispanique, parce que cela a été fortement modifié pour être au service du nouvel ordre. Et en l'occurrence, je pense au titre d'un livre écrit par le professeur Stanziane, la métamorphose du travail contraint qui ont lieu ici et ailleurs, d'autant plus à la période coloniale, que ces institutions ne peuvent se comprendre du point de vue de la dynamique impulsée par l'ordre établi. Donc, la mitad, Yanaconazco, mais également ce que vous disiez, Flora, les jeunes apprentis, les cachas et d'autres catégories travailleurs de l'époque, il faut les percevoir à la lumière de l'esclavage
juridique, parce que tout cela était lié. Je ne fais pas seulement référence au contexte de grands collectifs ou de secteurs, de groupes à un moment déterminé, mais également à des contextes individuels, c'est-à-dire récupérer ce point de vue par rapport au contexte des individus, des personnes. Un travailleur peut participer de manière simultanée ou à différents moments de sa vie à différentes formes de travail de ce type, sans exclure qu'une personne autochtone des terres basses Chiriguayan, qui a été euh, arrêtée pour être vendue à une ville de Charcas, pour que cette personne travaille dans un des chakras des environs, correspondent à la catégorie Yanacona. Et il y a également des Yanaconas qui sont afro-descendants. Donc, entendre cette réalité nous permet non seulement d'ouvrir un champ de réflexion de l'histoire du travail, mais également de mettre en tension le discours racialisant. Et au niveau du genre, et je conclurai là-dessus, cela a déjà été dit dans certains de mes écrits, même si ce sont des institutions très adultes et très masculines, c'est-à-dire des hommes entre 18 et 50 ans, dans la pratique, cela n'était pas toujours le cas. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, des jeunes de moins de 25 ans qui étaient, de manière directe ou indirecte, engagés dans le Yanaconazgo, même des femmes comme Yanacona directement, c'est-à-dire reconnues comme Yanacona. En tout cas, c'était comme ça qu'on pouvait les nommer. Donc, c'est le point de vue de l'historien, de l'historienne, qui doit s'adapter et oser aller jusqu'à interpréter au-delà de ce qui est considéré comme la norme, élargir le concept de norme dans le cadre de ce que propose le travail de Max Planck pour le travail légal. Je veux citer également Thomas Dubé, des contextes de contraintes de travail, parce que la société le décide ou certaines personnes le décident, parce qu'elles invoquent l'habitude, la coutume, la pratique quotidienne, la tradition plus ou moins longue, qui va au-delà du code juridique, du code normatif. Pourquoi? Parce que ce sont des sociétés, des personnes qui s'orientent vers des types d'asservissement. Et comme cela a été dit, par la dynamique des marchés locaux. Et tout cela, bien sûr, est en rupture avec la lecture du matérialisme historique. Il suffit de penser aux historiens qui, après le contexte esclavagiste, l'époque féodale, l'Amérique que j'étudie, cela est extrêmement artificiel. Ça nous éclaire un peu, mais on ne peut pas dire que l'esclavage était aboli avec le changement d'époque ou avec le changement de politique. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paola. Et Alessandro, je te laisse tout de suite rebondir sur cette question de la simultanéité possible des statuts et de ces éventuelles évolutions. Alors, 2 points, je pense. Alors, le premier est la définition même du statut, dans la mesure où trop souvent, on mélange, je pense, dans nos discussions, ce qu'on qualifie de statut social. C'est la définition la plus répandue. Mais à côté, il y a quelque chose qui s'appelle statut juridique. Et très souvent, l'interprétation en histoire comme en sociologie est la suivante. Il y a des statuts juridiques qui sont une fiction et les statuts sociaux nous permettent d'aller au-delà de la fiction juridique. Alors, la plupart de mon travail consiste à essayer d'aller au-delà de cette perspective. Pour quelle raison? Parce que, de mon point de vue, le statut juridique n'est pas qu'une fiction.
Au contraire, il est absolument central. Ça permet de déterminer les obligations, les droits limités des acteurs. C'est aussi en anglais, on appelle l'agency ou l'agencivité dans un terrible français, mais ça compte. Ça compte pour quelle raison? Parce que, à la différence de Marx et Weber, qui ont toujours insisté sur le fait qu'au fil du temps, on passerait d'une forme de dépendance, disons, statutaire, juridique, une violence aussi physique, à une forme de dépendance économique. Euh, et donc, à partir de là, plusieurs interprétations ont ajouté, il y a une fiction juridique d'égalité devant la loi avec une soumission économique. De mon point de vue, c'est assez imprécis pour une raison très simple, c'est que les inégalités statutaires juridiques sont très importantes aussi dans une société de marché et de capitalisme avancé. Donc, contrairement à Max et Weber, ce n'est pas dans une situation d'avant le travail salarié ou d'avant le capitalisme où le statut juridique compte et après c'est le marché et la dépendance économique. Au contraire, les deux, de mon point de vue, coexistent. Exemple, si nous prenions les relations de travail en Angleterre jusqu'à la fin du 19e siècle, ils étaient régis par ce qu'on appelait les lois maîtres et serviteurs, les Master and Servants Act, qui régulaient tous les rapports de travail. Or, les maîtres et les serviteurs établissaient des contrats, mais ils avaient des statuts juridiques différents. C'est-à-dire, le maître avait des droits que le domestique, en réalité le travailleur, n'avait pas. On ne pouvait pas dénoncer le maître, on ne pouvait pas former des coalitions, il n'y avait pas de droits ni politiques ni sociaux. Donc c'était une inégalité juridique forte. Pareil, et toute la révolution industrielle a été faite de cette manière. Donc ce n'était pas une fiction juridique d'égalité, mais c'était des différences de statut juridique. Et c'était pareil après l'abolition de l'esclavage dans toutes les sociétés liées au droit anglais, mais également en droit français et je ne sais pas en droit espagnol. En tout cas, en ce qui concerne les colonies françaises et anglaises, avant et après l'esclavage, il y a des différences de statut juridique entre les travailleurs, même s'ils ne sont pas esclaves, et les maîtres. Ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes obligations. Et ce n'est pas une question contractuelle, c'est une question juridique. Avant même que je rentre sur le marché, j'ai un statut différent. Donc le droit compte. Et compte encore plus, même dans les sociétés libérales occidentales, il suffit de penser au rôle des femmes. Les femmes au 19e siècle, et encore pour plusieurs pays jusqu'au milieu du 20e, n'ont pas les mêmes droits que les hommes. C'est une question de statut, non pas de contrat. D'emblée, une femme n'a pas le droit de faire certaines choses, n'a pas le droit de voter, par exemple. Dans certains pays, l'héritage n'était pas possible. Donc, c'est une question de statut juridique. Et troisième exemple, le statut juridique compte énormément, non seulement après l'abolition de l'esclavage, pour toutes ces situations de travailleurs post-esclaves qui sont formellement libres. Donc, quand on dit qu'en réalité, ils sont dépendants, à mon avis, c'est vrai, mais on manque un élément important, que aussi sur le plan juridique, ils ne sont pas égaux aux autres. Ils ne sont pas des esclaves sur le plan de vue statutaire, mais ils sont autre chose que des salariés libres. Ça n'existe pas. Le salarié libre, ça existe. L'engagé, l'indentured, qui ont des statuts totalement différents. Et ça reste avec le welfare state, avec l'État social. Et pour moi, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, on a dans ces statuts une grande divergence entre le cœur, on peut dire l'Occident, le Nord, et ces colonies et anciennes colonies. C'est-à-dire, dans les pays du Nord, on commence à avoir des droits du travail et donc même des conditions contractuelles et statutaires d'égalité qui s'accompagne d'une égalité réelle et pas seulement formelle entre qui et qui, entre les patrons et certains travailleurs mâles et blancs. Donc, le droit social, le fameux welfare state qui se met en place au début du XXe siècle, est en réalité une égalité entre deux petits groupes. Ce n'est pas universel,
c'est limité. Les autres sont en dehors. Les femmes sont en dehors, les paysans sont en dehors, les artisans sont en dehors, mais surtout, les travailleurs des colonies n'ont pas droit à l'État social en tant que non-résidents. Et là, c'est une nouvelle forme de différenciation juridique. C'est la résidence qui nationalise l'ensemble de nos éléments, c'est-à-dire l'essor de la nation sur le marché du travail est lié pour moi à l'État social. C'est-à-dire, avant, c'était les empires qui dominaient, c'est l'État social avec la résidence et les droits que des travailleurs ont en tant que résidents qui change la donne. Et l'exclusion de tous les travailleurs des colonies arrive jusqu'à nos jours, avec toutes les difficultés qu'ont les syndicats européens de trouver une solution entre, il faut certes donner des droits aux immigrés, mais s'il y a trop d'immigrés, il n'y aura plus de travail pour les travailleurs français ou italiens ou espagnols. Et c'est là toute l'ambiguïté de l'État social. Mais c'est lié à un statut. Donc, de mon point de vue, le statut juridique n'est pas une fiction. Pour tous les immigrés au noir qu'on a aujourd'hui en Europe, si nous étions dans une brasserie parisienne, on pourrait dire que effectivement, ce sont les conditions réelles qui comptent. Et je suis d'accord. Mais s'ils avaient une carte de séjour, de mon point de vue, ce n'est pas tout, mais c'est quand même important qu'ils aient un statut autre, qui n'est pas de clandestin. Et là, c'est une question de droit. Et je ne dis pas que le droit arrive à régler tout, mais si on n'a même pas une carte de séjour, tout le reste devient compliqué. Donc, je pense qu'il faut jouer sur les deux. Et à partir de là, et puis c'est donc le deuxième élément de la question, comment ils jouent ces statuts au fil du temps? Justement, la condition sociale, cette fois-ci, elle est beaucoup plus fragmentée, dans la mesure où, dans tous mes travaux, ce que je retrouve, ce n'est pas les acteurs sociaux idéaux, le paysan, le salarié, mais la pluriactivité domine et domine largement, non pas seulement au XVIIIe, mais aussi au XIXe, non pas seulement en Russie, ma première région d'études, mais aussi en France et en Angleterre. Il y a les historiens économiques, même quantitatifs, qui sont très étonnés du fait que dans leurs archives, ils trouvent que 66% des salariés de l'industrie anglaise, pendant les années 60, ont une double résidence. À leurs yeux, il doit y avoir des erreurs dans l'enregistrement parce qu'il doit y avoir des prolétaires partout. Et leur réponse est comment se fait-il que 66% ont double résidence? Mais parce que l'aller-retour ville-campagne persiste même en Angleterre encore au milieu du 19e siècle. Toute la première révolution industrielle est faite d'ouvriers paysans. Et le paysan pur, même si j'adore mes amis campesinos et tout ce qui est autour, je viens des études paysannes, mais le paysan pur, on ne le retrouve nulle part. C'est un idéal politique, mais la pluriactivité domine tout le temps. Les marins sont aussi des paysans. Les paysans sont des commerçants, sont des ouvriers. Et donc, pour moi, pourquoi c'est important? Parce que cette chronologie-là me permet de dire que le capitalisme, jusqu'à la fin du 19e siècle, est en réalité un capitalisme aristocratique, que je qualifie d'aristocratique, c'est-à-dire il y a les grands propriétaires fonciers qui sont encore importants. L'industrie n'est pas encore une industrie liée à la finance. La finance émerge très très tard. Ce n'est pas vrai qu'il y avait des grands capitaux. Il y avait des petites entreprises. C'est le XXe siècle, la financiarisation. Mais jusqu'au XIXe, c'était pluriactivité des ouvriers paysans et des grands rentiers propriétaires fonciers qui étaient encore là. Ce monde s'effondre seulement avec la deuxième révolution industrielle et avec la Première Guerre mondiale. Euh, euh, je sais que la chronologie est très différente, mais moi, je suis toujours persuadé que l'Ancien Régime se termine avec la Première Guerre mondiale. Et cela permet de m'expliquer et d'expliquer les violences du début du XXe siècle. Parce que le monde ancien ne s'était pas écroulé à la fin du XVIIIe avec les révolutions, il persiste au XIXe, il s'écroule au début du XXe, d'où les réactions violentes, fascisme, nazisme, contre la fin
du capitalisme aristocratique. C'est la fin des grands propriétaires fonciers, l'arrivée des banques, de la grande finance et les violences qui suivent, ce sont justement ces réactions-là. Donc, de mon point de vue, il est important, du point de vue, disons, alors du statut juridique, de préciser qu'il est important et qu'il est important en positif comme en négatif. On peut acquérir des droits par un statut juridique, comme tout le monde le sait, mais il a été souvent encore utilisé, contrairement à Marx et à Weber, jusqu'à nos jours. Donc, ça ne disparaît pas avec le capitalisme. Et puis, il y a le statut social qui, lui, il est fait d'une fragmentation et d'une multiplication des activités. Et en réalité, la monoactivité dominante concerne une période très limitée de l'histoire de l'humanité. C'est les 30 glorieuses, sans doute en Occident, où on n'a que l'ouvrier, où on n'a que le commerçant. Mais tout le reste du temps, on a de la pluriactivité. Et la pluriactivité revient de nos jours. Elle n'a jamais disparu dans les pays du Sud, où il a été tout le temps de la pluriactivité, et puis quelques ouvriers ici et là. Mais toujours la pluriactivité a dominé, d'où les problèmes de nos jours. Qu'est-ce qu'on fait avec la fin de l'État social et donc le retour de la pluriactivité, de l'instabilité, y compris en Europe? Et qu'est-ce qu'on fait d'un monde qui a, dans les pays du Sud, au cours de la décolonisation, créé des bidonvilles, vidé les campagnes sans avoir de l'industrialisation, et aujourd'hui, encore une fois, on essaie de miser sur de la pluriactivité qui facilite la subordination. Donc, cette pluralité de statuts économiques confrontée à une mobilité des statuts juridiques, à mon avis, est vraiment à prendre en considération en tenant compte de l'exceptionnalité des 30 glorieuses sur le temps, mais aussi sur les personnes. Là aussi, c'était une minorité de travailleurs blancs en Europe, souvent des hommes qui bénéficiaient du welfare state. Merci beaucoup Alessandro. Et je précise aussi pour les personnes qui vont écouter cette interview que, en fait, le dépassement des approches, on pourrait dire formelles du travail, ce qu'a très bien évoqué Paola dans la réponse précédente aussi, hein, le dépassement d'une approche par le statut, c'est quelque chose qui est central, il me semble, dans vos travaux. Et donc, j'invite les personnes qui ne les connaîtraient pas aussi à les découvrir. Je mettrai aussi quelques références sur la page du projet. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est très important aussi à la fois le rappel de l'importance juridique et le rappel de l'importance de son dépassement, du dépassement de cette approche formelle, et donc la prise en compte à la fois subjective et objective du travail. Euh, je vais pas développer davantage parce que c'est tellement important dans vos travaux et tellement important, je pense, de manière générale qu'on va pas avoir le temps. Donc, on va dire que c'était une question introductive à cette question des catégories et de la simultanéité des statuts. Et comme le temps passe, j'aimerais vous poser une dernière question à tous les deux. Alors, je vous pose la question et vous êtes bien sûr libre aussi de dire un dernier mot de manière voilà, non cadrée sur la thématique qui vous plaira. Mais si vous avez envie, j'aimerais quand même parler de la question de la spécificité parce que les sciences sociales s'attachent de manière centrale, c'est l'un des objectifs des sciences sociales, s'attache de manière centrale à comprendre ce qui est spécifique et ce qui est commun. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre une société et une autre, et en même temps, qu'est-ce qui pourrait être commun? Et donc, sur la question latino-américaine, euh, j'aimerais te poser la question, Paola, à partir du prisme de la question raciale et coloniale. Parce que, par exemple, Aníbal Quijano va différencier l'extermination des Indiens d'Amérique du Nord et la subordination et l'assujettissement des peuples colonisés en Amérique du Sud. Et donc, lui fait une différence à la suite de ça entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré à partir de cette base raciale et coloniale. Et donc, j'aimerais avoir ton regard sur cette question-là
sur la manière dont on peut faire un lien entre le colonialisme et le travail forcé, et d'autres phénomènes comme le génocide, l'extermination et le travail forcé. Donc, si je formule ça autrement, est-ce que tu vois une spécificité latino-américaine autour de la colonisation ou au contraire, comment est-ce que tu peux relier ça à d'autres contextes globaux? Et comme je le disais, bien sûr, n'hésite pas à dire le mot de la fin pour conclure cet échange comme tu le souhaites. Muchas gracias, Flora. Aquí Merci beaucoup, Flora. me parece muy pertinente la pregunta. Je trouve que cette question est extrêmement Quiero pertinente. retomar también las palabras de Alors, mi je vais colega, reprendre decir, estoy de également les acuerdo con mots la importancia de del mon estatus collègue. jurídico. Je suis d'accord avec A veces l'importance los du statut historiadores, juridique. Parfois, les con historiens, las nuevas les miradas que historiennes, avec les proponemos, nouveaux points de vue que l'on no hacemos propose, énfasis suficiente en lo ne soulignent importante pas que es conocer suffisamment a priori combien il est también important estos de connaître estatutos a jurídicos priori ces con derechos statuts y obligaciones de las juridiques avec les droits et personas les que obligations está dibujando el qui s'imposent orden aux que personnes ejerce qui en ese dessinent momento l'ordre una cadena qui est dentro de las exercé à un cadenas del moment dans le ejercicio del cadre poder. d'une chaîne et dans toutes les chaînes Este estatus qui s'inscrivent dans les jurídico chaînes en de el pouvoir. contexto del Alors, ce siglo statut XVI juridique dans le al contexte du XVIe XVIII, fines siècle del XVIII, que yo jusqu'à la fin estudio du en XVIIIe, qui est el mon champ amplio d'investigation, margen de acción que tiene el imperio avec de la monarquía cette marge católica, d'action de l'empire de la monarchie es un catholique. estatus jurídico en el Et caso de los esclavos c'est un statut legales, de los juridique dans le esclavizados cas legales, des que por lo menos para la esclaves región de légaux Charcas qui, no pour la tiene un région de código Charcas, unificado. n'a pas de code Entonces, unifié. estamos Nous hablando sommes donc de en train de situaciones que parler van a de mover a la situations protección de qui normas. vont Entonces, como laboratorio, no todo, se evidentemente. conclure Muchas par veces los juristas se des inspiran en las 7 normes partidas del générales. siglo Alors, XII y il y a XIII, las citan mucho. l'inspiration En des otros siete casos, partidas y du hay que XIIe, verlo a XIIIe diferente siècle nivel, las et normas d'autres que va textes, les normes emitiendo la corona qui sont a través del émises Consejo de par Indias. la Otras veces son couronne, le normas Conseil des Indes. virreinales. Après, il En y a otras des ocasiones son normes los du ministros de la audiencia, como en el caso de vice-royaume los chiriguanos. et pour le cas Mientras des está la norma Chiriguanos, il y a imperial également des normes definiendo particulières. que Il y a no également se la les norme puede esclavizar a impériale principios del siglo XVII, qui, la au audiencia, début pocos du años antes, XVIIe, en un contexto et más regional, l'audience local, un peu de autoriza temps auparavant que se hagan autorise cautivos y no está realmente, está l'arrestation haciendo de la vista personnes gorda, como se dice, está et ignorando un poco la práctica on de ignore un peu esclavización, la porque pratique cuando me refiero a d'asservissement. esclavización en Parce que este caso lorsque concreto je de parle los chiriguanos, no d'asservissement, me refiero dans le cas a des Chiriguanos, la je ne fais forma en la pas que se trata référence à la a manière las dont on personas que ni traite siquiera son les consideradas personnes qui ne trabajadores, sont son même pas cautivos considérées que comme tienen des que travailleurs, des aprender a travailleuses. vivir en civilidad, Il ¿verdad? faut Entonces, estas que ce sont personas ces están personnes siendo comerciadas, qui compradas sont y vendidas. A eso achetées me et refiero cuando vendues hablo comme des objets de commerce de su situación de pour esclavitud, parler de a leur pesar de situation que d'esclavage, jurídicamente se malgré le fait que reitera juridiquement, on constantemente que répète son constamment personas libres e que ce incluso sont van a des acudir a personnes los tribunales libres para defender et este on estatus va même jurídico que parfois es aller au fundamental tribunal en pour la défendre ce defensa de statut los juridique dans la derechos de las défense personas, que des hay que droits conocerlo des personnes evidentemente, qu'il faut y que reconnaître. hay que Donc, también et il hilvanar faut con lo que tú dices, Flora, que es également, muy importante, el comme hecho tu colonial. le dis, Flora, No le se reconnaître trata comme un fait de el colonial. mismo hecho Il ne colonial, s'agit pas fenómeno du même colonial fait en el colonial, du norte, même efectivamente, phénomène como colonial au describió nord, Aníbal Quijano, comme l'a dit y las Aníbal diferencias Quijano, son sustanciales et muchas les veces, y hay différences líneas sont souvent transversales también con la fondamentales, sont situación parfois en el sur, que transversales es par rapport à la sumamente situation diversa. du Sud, qui est extrêmement El différente. colonialismo Et le muestra una de sus colonialisme caras más montre violentas, y puedo dar dans son muchos aspect le ejemplos, plus por violent, ejemplo, et en il las y a campañas beaucoup de d'exemples dans pacificación les campagnes de que pacification invitan la entrada en qui zonas impliquent l'entrée dans irredentas, des no zones conquistadas, non precisamente estas conquises, zonas donde habita la población ces guaraní a zones la que he hecho où referencia, habitent de les los populations chiriguanos, guaranis, les y Chiriguanos dont el je parlais. objetivo, Et además de la l'objectif, expansión del au-delà de imperio, el l'expansion de objetivo l'empire, son l'objectif, empresas parce que que ce sont no des están financiadas por la entreprises qui ne sont corona, pas sino financées par por la los vecinos de couronne, las mais ciudades. El par objetivo real, les más allá habitants de la des villes. justificación L'objectif jurídica, concret, es au-delà la creación de l'aspect juridique, c'est la création personas mano de obra, es decir, de trabajadores personnes que qui puedan ir a constituent las de ciudades la main-d'œuvre. dentro Ce de sont des ciertas personnes qui peuvent condiciones aller de dans les servidumbre. Esa villes es la dans le palabra que cadre estaba buscando, la de, servidumbre que en el d'un periodo que estudio, por lo d'un menos en las siete statut, le partidas en statut las que se basan los d'asservissement, abogados,
de servitude, c'est le mot que je cherchais, et c'est presque un synonyme d'asservissement finalement. Et par là, je veux dire qu'il est nécessaire de comprendre que, comme les juristes de l'époque coloniale n'appliquaient pas le droit romain à grande échelle, mais appliquaient certaines normes, aujourd'hui, il faut également comprendre que cette application de la norme dépendait beaucoup de ce que créait, transformait, vivait la société à différents niveaux dans ce grand laboratoire juridique. Au-delà également des besoins chroniques d'asservissement dans la zone de Charcas jusqu'au XXe siècle, c'est une justification non seulement coloniale, non seulement pratique matérielle entre pairs. Ce n'est pas une société qui essaie d'être équitable, d'essaie d'être juste. Il y a cette purification du sang. Jean-Frédéric Chaume a travaillé dessus lorsqu'il s'intéresse à ces pratiques de l'Empire espagnol, et ces politiques de racialisation sont extrêmement importantes parce qu'elles mènent à la précarisation matérielle de la vie concrète des individus, des personnes. Si l'on voit le XIXe siècle, bien au-delà de la rupture de l'ordre colonial de manière politique de la Bolivie d'il y a 200 ans, nous allons bientôt célébrer les 200 ans de l'indépendance politique du pays avec des hymnes qui parlent de la liberté, qui sont proclamés par la Bolivie, avec des constitutions, la constitution de la Bolivie qui reconnaît la liberté de tous les Boliviens. On voit que la population afrodescendante, jusqu'alors qui était esclavisée, va tomber au moins jusqu'à la moitié du XIXe siècle dans des limbes où il faut même que les personnes payent un prix à leurs anciens maîtres pour être libérés. Donc le travailleur va continuer à rembourser sa dette et pour autant, on appelle un liberto de la République. On n'est plus dans le cadre d'un esclave. Et les Guaranis, les différentes populations Guaranis, continuent à être détenues à moindre échelle, bien sûr, par dans l'objectif de servir dans les maisons urbaines. Donc, n'oublions pas que la Bolivie du XIXe siècle fait paraître des articles qui donnent l'image d'un pays où on ne tolère pas l'esclavage. Alors, les politiques de racialisation qui sont actualisées au fur et à mesure ont traversé les relations de travail jusqu'à aujourd'hui entre les Boliviens. Et malgré le fait que je ne travaille pas en détail sur le XXe siècle, j'en parle plutôt comme bolivienne, une personne qui a grandi en Bolivie et qui essaye de comprendre ces relations. Certaines personnes, par leur origine et toujours liées à la couleur de la piel, doivent remplir certaines tâches de service et cela va avec l'exploitation et la précarisation matérielle de ces personnes qui n'est pas seulement au niveau personnel mais également au niveau collectif lié à l'ascendance autochtone et africaine. Et cela n'est pas seulement lié à des décisions politiques mais aux conséquences de l'exercice du pouvoir après et pendant l'époque coloniale, c'est-à-dire pendant la conquête et pendant l'époque coloniale, ce qui explique à son tour et de manière dramatique la reproduction de la logique de domination par domination des personnes esclavisées et des travailleurs. Il suffit de voir les coopératives de mineurs aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas rentrer en détail parce que on va s'écarter du sujet, mais on pourrait continuer à proposer des points de vue qui nous permettent d'appeler la réalité par son nom
au-delà des nationalismes, du fait bolivien, de la grande région qui était à l'époque l'audience royale de Charcas, et bien au-delà de l'appareil normatif, parce que ce sont des relations de force qui vont durer d'une manière ou d'une autre jusqu'à aujourd'hui. Et actuellement, je travaille sur le bongaje, ce qui est une situation de travail qui implique des peuples autochtones depuis la période coloniale, traversant l'époque républicaine. Et avec la République, il y aura des connotations particulièrement violentes. Nos grands-parents peuvent témoigner de la persistance de cette pratique jusqu'au XXe siècle, même après la Révolution de 1952, après l'abolition de la pratique du pongaje. Et le souvenir de cette pratique n'est pas remis en question. Donc, il y a beaucoup de pratiques, pas forcément des systèmes de travail organisés formellement, qu'il faut continuer à étudier, toujours en pensant les politiques de racialisation qui ont duré, d'ethnification, qui vont être reprises par certains projets politiques plus récents, et considérer le fait que cette pluriactivité, multi-activités dont parlait le professeur Stancian et qui sont présents dans l'histoire de la Bolivie et de Charcas, ce sont des essentialisations qui racialisent différentes activités, parce qu'on présume qu'un acteur, puisqu'il est autochtone, va faire cela. Et on n'assume pas l'idée que certains postes ne peuvent pas être occupés par des afro-descendants. Et cela implique donc la décolonisation des imaginaires, appelons-le comme vous le voulez, et il est nécessaire également de pouvoir travailler dans cette optique. Un grand merci, Paola, pour cette dernière intervention et sur l'importance de considérer les résurgences historiques de certaines formes dans le présent et les formes de continuité et de discontinuité. C'est très important. Je donne la parole pour cette dernière intervention également à Alessandro et notamment, je vous poserai un peu la même question, enfin, je vous ai posé la même question à tous les deux. Et donc, Alessandro, j'aimerais te demander cette question de la spécificité et comment tu la traites, parce que il me semble que dans tes travaux, justement, tu ne produis pas tes thèses malgré les spécificités, mais plutôt grâce aux spécificités, c'est-à-dire que tu t'appuies dessus, tu regardes comment des catégories s'incarnent dans des contextes précis et tu vas donc en profondeur dans la France, en Angleterre, en Russie, pour ensuite recréer du commun. Et donc, c'est assez fascinant parce que du coup, tu arrives par exemple à prendre en compte la spécificité de l'Empire britannique ou français ou l'importance de 1848 en France qui est déterminant. Et malgré ça, tu recrées du commun. Alors, est-ce que tu as envie de conclure sur cette question-là de la spécificité et du commun? Et tu peux aussi élargir, hein, comme l'a fait Paola de manière passionnante à des questions contemporaines. Je te laisse la parole. Bah, merci, c'est vraiment une question importante dans la mesure où la spécificité, par définition, renvoie au comparatisme. On ne peut pas parler de spécificité si on ne compare pas des entités différentes. Et le problème est que la spécificité, au lieu d'être utilisée comme une heuristique pour poser des questions, elle est trop souvent euh, euh, proposée pour fermer le débat. C'est-à-dire, il y a une spécificité non bien définie de la Russie, de la Chine, de l'Afrique. Les aires culturelles naissent avec la spécificité en tête. C'est-à-dire, il doit y avoir une spécificité de la Chine ou une spécificité de l'Inde. Et quand on demande, mais quelle est la spécificité?
parfois, on tombe dans des lieux communs absolument extraordinaires. C'est-à-dire la Russie, c'est le despotisme, la France, c'est les corporations et l'État, l'Angleterre, c'est la modernité. Alors, c'est absolument extraordinaire de comment une notion qui pourrait être très utile devient un élément lourd pour empêcher de penser. Alors, comment aller au-delà? Et je ne prétends pas que Russie, Chine, Inde et Afrique soient partout la même chose, mais justement, il faut repenser les spécificités pour ensuite retrouver aussi des éléments communs. Et donc, c'est comme ça que j'étais parti, par exemple, du cas russe, pour dire est-ce que la Russie et le servage sont l'opposition de le contraire de ce qui se passe en Europe. Après tout, c'est ça toute l'histoire. En Europe, on découvre le travail libre. Et justement, 17e, 18e, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Le deuxième servage. Donc, c'est l'anti-Europe. Et quand on va regarder de près, on retrouve qu'en réalité, le mot même de servage n'était pas employé en russe. Eux, ils parlaient de paysans. Et sauf se dire que pendant 3 siècles, ils faisaient de l'autocensure, qu'ils appelaient les serfs paysans pour se protéger vis-à-vis de je ne sais pas qui, il fallait prendre au sérieux cette histoire, de dire pourquoi les serfs présumés étaient appelés paysans et quelles étaient leurs obligations, leurs devoirs. Donc finalement, ce que j'ai retrouvé, c'est quelque chose d'assez semblable à ce que des médiévistes avaient trouvé aussi pour l'Europe, c'est-à-dire il n'y a pas de système servile centralisé, institutionnalisé, c'est une forme en réalité d'extorsion quasi mafieuse de la part des grands propriétaires fonciers vis-à-vis de leurs paysans. Il y a beaucoup d'interdictions, mais il suffit de payer pour les dépasser. Donc, c'est quelque chose de vraiment différent. Et à partir de là, on peut expliquer pourquoi et comment les Russes, même avec ces contraintes, arrivent à avoir quand même une croissance économique qui n'est pas tout à fait secondaire et que ça ne colle pas avec l'idée que le servage est source d'arriération. Et là, on retrouve beaucoup de voyageurs européens comme Bentham qui se rendent en Russie et qui disent mais c'est magnifique l'organisation du travail en Russie, il faudrait l'adopter en Angleterre. Ils sont enthousiastes par l'ordre et la discipline alors qu'ils n'aiment pas. Et je parle de Bentham, donc un libéral, il n'aime pas les droits qui sont en train d'acquérir les travailleurs anglais. Il adore le servage, Jeremy Bentham. Donc, il y a quelque chose qui circule. Et au final, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes, sans doute en Russie, beaucoup de domination de la part des propriétaires fonciers, de la pluriactivité, mais on retrouve la même chose en Europe. On retrouve encore les grands propriétaires au 18e, au 19e. On retrouve des limites à la mobilité du travail avec les Master and Servants Act et encore plus en France vis-à-vis des travailleurs agricoles. Et surtout, on retrouve un travail contraint dans les colonies européennes. Donc, suivant cette perspective, la Russie n'est plus l'anti-Europe, mais c'est une variante extrême de ce qui se passe en Europe aussi, c'est-à-dire une croissance fondée sur la intensification du travail, sur un travail formellement plus libre, mais en réalité soumis à des contraintes légales et sociales extrêmement importantes et qui trouve encore son expression radicale dans les colonies. Et là, c'est également important, la comparaison. Pourquoi? Parce que dans les colonies européennes, contrairement à ce qu'on a toujours raconté avec la frontière Turner et la frontière comme idéal de liberté, mais les conditions de travail dans les colonies sont bien pires qu'en France ou en Angleterre, où elles n'étaient pas parfaites au 18e, 19e, comme je le disais, il y avait beaucoup de coercition. Mais dans les colonies, c'était bien pire. Il y avait de l'esclavage, il y avait des engagés. Par contre, les Russes font l'opposé. Il y a des contraintes relativement fortes au centre et beaucoup plus de liberté dans les colonies. C'est-à-dire l'Empire russe travaille à l'inverse par rapport aux empires occidentaux quand on compare centre et périphérie. Et ça, c'est très important parce que ça arrive jusqu'à nos jours. Ça arrive jusqu'à nos jours. Est-ce que la contrainte dans des colonies informelles du capitalisme occidental est-elle importante pour expliquer les dynamiques qu'on a eues au centre? Et est-ce que les dynamiques du travail au centre peuvent s'isoler totalement par rapport à ce qui se passe
en dehors d'Europe? Et ma réponse est non. Le fait de continuer à opposer les conditions des travailleurs en Europe en ignorant ce qui se passe en dehors d'Europe est quelque chose d'assez négatif pour l'ensemble du travail parce qu'on raisonne encore dans des sphères nationales, fragmentées, alors que le capital, lui, il est global. Donc, c'est un jeu tout à fait inégal. D'un côté, un acteur global et de l'autre, des syndicats, d'autres acteurs qui raisonnent en termes nationaux, voire régionaux. Et cette dichotomie aide énormément, encore une fois, les transferts et la pluriactivité du capital à l'échelle globale. Donc, j'insiste, il faudrait relier les deux, mais il faut identifier bien quelles sont les spécificités et sortir des types idéaux tout à fait faux. Eh bien, ça me semble être une jolie phrase pour conclure cet entretien. Je vous remercie vraiment très chaleureusement, tous les deux, Paola, Alessandro, pour cette session. C'était court et c'était dense. Et en fait, beaucoup de portes ont été ouvertes hein, dans différentes réponses que vous avez proposées aux questions. Donc, c'est de la matière à penser pour la suite. Et donc, encore une fois, un grand merci à vous. Merci, merci beaucoup à vous. Merci aux interprètes. Merci à toi pour l'organisation et à Paola pour pour la discussion.